Bienvenue sur l'Estamitech. L'Estamitech, le podcast de discussion dans la bonne humeur avec les acteurs de la tech du Nord. Je m'appelle Ludovic Bory et je vous accueille à ma table. C'est parti! La gestion des réseaux sociaux en 2026, c'est toute une histoire. Nos posts, nos contacts, nos données, tout ça vit chez quelqu'un d'autre avec qui l'on n'est pas forcément d'accord. J'ai d'ailleurs abandonné mon compte Twitter il y a plus d'un an pour aller vers des cieux un peu plus respectueux et décentralisés. Mais en fait, décentralisé, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les alternatives? C'est un sujet plutôt compliqué. Alors pour en parler, je reçois Edouard. Salut Edouard, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour Ludovic, je m'appelle Édouard Paris, je suis ingénieur pour une petite entreprise portugaise. Je suis passionné de technologie, mais surtout j'ai découvert un protocole qui s'appelle AdProto, que je suis depuis un an. Qu'est-ce que tu fais dans la vie dans ta boîte portugaise? Alors moi au départ j'avais fait une formation d'école d'ingé, puis développement web dans une boîte de crowdfunding qui s'appelait Ulule. Et ensuite j'ai rejoint cette entreprise au Portugal parce que j'avais envie de faire du Rust et que j'avais envie de faire un peu de la cryptographie. Et pour l'instant, notre entreprise survit en faisant des audits de code pour d'autres boîtes. OK, donc de la sécu, De la principalement, sécu. de la sécu. Bon, alors tu as dit le mot tout de suite, AT Proto. Pour quelqu'un qui n'est pas très technique, je dirais que c'est un protocole, donc c'est des standards et des conventions entre nous, entre des pairs, sur la façon dont ils vont discuter et échanger de la donnée. Un protocole qui est très modulaire, il se concentre sur quatre enjeux: l'identité, la gestion de la donnée, le réseau et l'applicatif. Vraiment, l'application, comment apparaît les publications. Après, pour quelqu'un qui est un peu plus technique, je lui dirais carrément, tu vois, le flux RSS, bah, ça ressemble un peu à ça. Chacun a son petit site web, il y a un agrégateur de flux, et à la fin, on a nos flux qui sont agrégés de toutes les données de tout le monde. OK, comment t'es tombé là-dedans? Je suivais pas mal, dû à mon métier, je suivais pas mal, des gens qui bossaient sur, la zero knowledge proof, donc les preuves à 0 connaissance, et au moment où on va dire le loup, Twitter, commençait à péricliter, ces gens un peu dans la Silicon Valley commençaient à parler, quel serait le prochain on va dire, Mmh. où aller. Et il y avait beaucoup de discussions, et AtiProto a vraiment attrapé mon intérêt parce que il y avait pas mal de structures avec lesquelles j'aime jouer. On va en parler après, mais c'est un protocole qui a pas mal de cryptographie en soi à l'intérieur. OK, alors on va, ce que je te propose, c'est qu'on commence d'abord par parler un petit peu de la raison d'être, de l'écosystème et puis on rentrera, peut-être un petit peu plus dans la tech, Ouais. après. Moi, ma première question de néophyte, c'est, quand j'ai quitté Twitter, ma première alternative, c'était de partir vers Mastodon parce que, j'ai vu, j'ai vu, OK, il y a Blue Sky, donc AT Proto est porté par Blue Sky. Tout à fait. Et puis je me suis dit: «C'est Jack Dorsey derrière, c'est finalement les mêmes fondations que Twitter. Est-ce que j'ai envie de trouver un Twitter bis? Pas forcément. Il y a Mastodon, qui est vendu comme étant, décentralisé et avec, son protocole à lui, ActivityPub. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la différence entre les 2 et philosophiquement parlant, c'est quoi l'état de l'écosystème pour toi?» Alors oui, Mastodon en effet, c'est le principal, on va dire serveur, enfin pas, la principale implémentation d'ActivityPub du fait divers. Et le fait divers, c'est l'ensemble de ces applications qui utilisent ActivityPub. Je pense à des super applications comme Mobilison ou encore Peertube? Peertube, qui sont vraiment pas mal. Heu, En effet, Mastodon, s'est fait à peu près en même temps que, s'est fait, alors là, j'ai pas la date, vraiment en tête, mais c'était vraiment posé en alternative, à Twitter. Et on va dire l'un des plus grands utilisateurs, de Mastodon actuellement, même si on l'aime pas du tout, c'est Trump, qui a, sa propre instance Mastodon qui, s'appelle, Parler, et sur lequel il fait, ses, plus gros tweets. Trousse sociale? Pause sociale, ouais, qui est, C'est un mastodon? c'était un Mastodon à l'époque.
Ah OK, je savais pas. Et mais ça, je veux juste, mon but, c'est pas être de petites piques, comme ça à Mastodon parce que, vraiment, je trouve que l'application de Mastodon est vraiment géniale. Surtout, l'idée est que vraiment vous avez une archipel de serveurs qui communiquent les uns avec les autres et ça permet vraiment d'avoir une isolation en vase clos, des utilisateurs, de ce qu'ils voient, de, comment leur identité est gérée et ça permet, vraiment alors je dirais pour des groupes militants, c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir des espaces assez safe, d'avoir, un contrôle sur, qui voit quoi. Ça permet de savoir aussi, qui a accès à la donnée et éviter d'avoir, toute sa donnée qui est pompée, par l'IA, par exemple. OK, Donc Mastodon, c'est, en effet, un concurrent à Blue Sky et Blue Sky, enfin Blue Sky, ce qui est amusant dans Blue Sky, c'est en effet l'histoire et tu as dit Jack Dorsey, l'histoire est, passionnante. Vraiment, c'est très, très passionnant quand tu reviens, au début. Alors donc déjà, il faut revenir un peu en arrière, donc il y a l'élection de Trump en 2017. Première élection de Trump. Trump, c'est le plus gros utilisateur de Twitter. Twitter, pour les gens qui ne savent pas, c'est un système ou un peu comme un système de microblogging où, vous avez votre page et dessus vous mettez des petits posts à 140 caractères pour exprimer, vos envies, vos pensées, un lien qui vous plaît et vraiment c'est l'empire de la petite phrase et de la répartie. Donc parfait pour les journalistes, parfait pour les politiciens, ça permet d'avoir le clash, ça permet de s'entraider. Twitter va atteindre sa rentabilité que vraiment très tard, hein. Il va l'atteindre qu'en, 2018 alors que Twitter c'est 2006 d'accord. et Je pensais pas qu'ils étaient ren ils sont rentables, Twitter? Ils étaient rentables à l'époque, maintenant ils le sont plus du tout, mais bon, ça c'est une autre, c'est une autre chose. Twitter, donc Twitter a été fait en effet par un gars qui s'appelle Jack Dorsey. Jack Dorsey est parti, est revenu et donc pour revenir à cette élection de Trump en 2017, c'est un peu une catastrophe. Déjà pour tout le monde, mais c'est encore plus une catastrophe pour Twitter. Twitter, faut le savoir, à cause d'être devenu un gros hub de politique, en fait, c'est, entre le marteau et l'enclume, entre la guerre entre les démocrates et les républicains. C'est une guerre, mais vraiment, enfin sans gants quoi, sans gants de boxe, ça se tape dessus. Il y a il y a la Russie qui est accusée, constamment D'ingérence. d'ingérence dans les élections et et donc Twitter reçoit constamment, des gens, au pouvoir avant, lui dire: «Ah non, là, telle personne, faut les calmer. Vous faites ce qu'on appelle le shadow banning, c'est-à-dire vous, les retirez de vos flux, de vos hashtags et vous faites à ce que uniquement leurs, followers peuvent voir les publications» et ça, ça on le sait grâce à ce qu'on appelle les Twitter Files, qui ont été, publiés là, il y a quelques années quand, Trump est revenu à nouveau au pouvoir, où on a, toute cette ingérence, enfin cette ingérence politique, mais surtout, ces choix moraux, qu'ont dû faire les dirigeants de Twitter, dont Jack Dorsey, à l'époque, sur, comment mettre en avant, les informations et je pense à Trump, c'est un gros problème pour Twitter parce que Trump est non seulement élu, mais cette fois, va pouvoir commencer à, taper sur Twitter en leur disant: «Écoutez, vous avez fait que de, modérer, le contenu, des républicains». Ce que je pense qu'il était totalement à raison parce que le contenu pouvait être, vraiment affreux Mmh. en termes de racisme, en termes de tout ça. Toujours est-il que quand maintenant vous avez le grand méchant loup au pouvoir, bah, et qu'il peut vous taper dessus, ça fait mal. Donc Jack Dorsey, il se retrouve, devant, le Sénat en 2018. Alors là, j'ai la petite date, le 5 septembre 2018, Dorsey, il se retrouve devant le Senate Intelligence Committee et il est obligé d'expliquer pourquoi il a dû, bannir, déjà il a dû bannir, pas mal de comptes, pro-républicains et surtout pourquoi il a dû modérer le contenu et pourquoi en modérant le contenu, ça n'allait pas influencer la prochaine élection américaine. Donc déjà, Jack Dorsey, lui, ça l'énerve. Déjà parce que 1, Twitter est pas rentable encore, enfin, vient juste d'être rentable. 2, il se rend bien compte que la politique, ça apporte que des emmerdes. Ça apporte que des emmerdes pour une bonne raison que Twitter, si ça gagne de l'argent, en fait, c'est grâce au sport. C'est parce que les gens, en fait, adorent tweeter le sport, c'est les partenariats sportifs, c'est les partenariats avec les séries où à côté des hashtags, il y avait le petit truc de série. La base militante qui se crie dessus et qui, se lance des menaces de mort ça coûte, extrêmement cher en modération. Donc, Jack Dorsey en a un peu ras-le-bol. Jack Dorsey, c'est je pense le milliardaire l'un des plus bizarres de la Silicon Valley. Vraiment, je sais pas si tu l'as déjà vu, il a vraiment la tête du Ouais. gourou, yoga, il vit entre les États-Unis et l'Afrique, il est très, ami avec Jay-Z,
Il a plusieurs plateformes dont Tidal, où il a, Il toute est plein la d'ambivalence, ouais. ouais, il est plein d'ambivalence et Dorsey surtout, il va, je pense qu'avec, en 2017, comme pas mal de gens avec lui dans la Silicon Valley, va découvrir les crypto-monnaies, notamment Bitcoin. Là, Jack Dorsey, c'est, le, gros fan de Bitcoin, en général. Et donc pour revenir à ça, Dorsey en 2018, il se fait taper dessus. Dorsey se dit, «Twitter, c'est nul», donc enfin c'est nul pour moi parce que je me fais taper dessus, on va jamais y arriver. On va faire un groupe de travail et ce groupe de travail, l'idée, ça va être de trouver une alternative décentralisée à Twitter, où, Twitter à la fin ne serait qu'une instance dans cette, fédération et comme ça pourra se consacrer que sur ce qui lui rapporte de l'argent. Donc jusque-là, Ouais. tu vois, c'est pour ça que tu parlais un peu de Jack Dorsey qui est l'instigateur de tout ça, c'est tout à fait vrai, c'est lui qui lance le projet du groupe de travail. Pour moi, j'ai l'impression que Blue Sky est arrivé après Mastodon. Tout à fait. Pourquoi, ils se sont pas appuyés sur, l'existant et ce qui existait sur, ce protocole-là, quoi? C'est une bonne question. Moi aussi, je me suis posé cette question. Heu, la raison est que à ce groupe de travail, il y a quelques personnes qui sont venues. Il y a alors déjà, Jacques Dorsey a trouvé, quelques personnes, dans la Silicon Valley qui étaient un peu dans cet esprit, libertaire crypto-monnaie. On peut penser à celle qui était la CEO jusque-là, Jay, qui a bossé, dans la compagnie qui fait, le Zcash, coin, donc un coin, qui fait des preuves par, zero knowledge. Et notamment, dans ce groupe de travail, il y a plusieurs, développeurs de Scuttlebutt. Secure Scuttlebutt, c'est, je pense même antérieur à Mastodon, parce que, ça date de 2014. Et Secure Scuttlebutt, c'était un gars qui, s'était dit enfin, qui vivait sur un bateau et il s'est dit: «Ah tiens, moi j'aimerais bien avoir moi aussi une sorte de réseau social. Or, lorsque je suis sur un bateau et que j'ai pas accès à internet, je peux créer mes posts, les signer avec une clé cryptographique et ensuite, une fois à terre, les distribuer avec clé USB à mes amis et mes amis, à partir de là, peuvent reconstruire l'historique parce que, déjà, ils ont ma clé publique, donc ils peuvent retrouver, l'ensemble de mes signatures, de mes posts et chacun de mes posts, a, un lien vers, le post d'avant qui fait qu'à la fin, ils peuvent reconstruire, tout En mode l'historique. blockchain. Et un peu comme ça. La blockchain, c'est différent parce que tu as cette idée de pair à pair constant où tu t'échanges de la data, mais oui, là, tu as plutôt que on va dire comme Git. Ouais, OK. Plutôt, on a le commit Git, qui passe à un commit que tu as signé. Donc tu as pas mal de développeurs de Scuttlebutt qui sont à ce groupe de travail et Mastodon avait déjà un peu une petite réputation que ça allait avoir du mal à répliquer totalement Twitter. Parce que le problème alors c'est pas le problème, on va dire, on peut pas dire que c'est un problème, je trouve que ce serait méchant de ma part de dire ça pour Mastodon, c'est juste des choix pensés de design. Mastodon, l'idée, c'est que quand vous publiez sur le serveur Mastodon va envoyer une notification vers les autres serveurs pour leur dire: «Un nouveau post est apparu». Donc c'est vraiment du push Mmh. notif. Est-ce que ça fonctionne avec 40 millions d'utilisateurs? Vous êtes une instance, vous êtes une petite instance où il y a deux trois utilisateurs. Une grosse instance avec quelqu'un de très connu, vous rebooste. D'un seul coup, toutes les instances de la fédération vont récupérer, l'information auprès de la petite instance en question. Bon, si elle est sur un petit Raspberry Pi, il va pas durer long feu. C'est un choix et je pense que c'est un choix qui scale organiquement, en ayant, vraiment, une archipel de serveurs qui se connaît bien et ça a du sens. Alors que les gens à l'époque, dans ce groupe de travail, eux, ils ont en tête, ce côté un peu pair à pair de Scuttlebutt et ils ont l'idée que nous, on veut que ça scale, mais que ça scale, à plusieurs millions de personnes, bien, quoi. OK. Alors, on va parler peut-être, sur le point de vue, politique et philosophique de la décentralisation. Avoir des serveurs décentralisés avec, tu l'as dit pour Mastodon, que je connais peut-être un petit peu mieux, avec chacun sa politique de modération, son contenu. Tu peux en faire un petit peu plus des safe places et isoler quelque chose. C'est quand même, dans tous les cas de l'infrastructure qu'il faut payer. Donc, même si on dit que Twitter, bah, c'est une entreprise qui doit être rentable et tout ça, moi, si j'ai ma petite instance et mon Raspberry, bah, mon Raspberry, il faut avoir le Raspberry, il faut le maintenir, il faut, payer, l'électricité et compagnie. Tout petit serveur, quel qu'il soit, coûte de l'argent. Donc est-ce que, même si on a l'impression qu'on n'est pas, dépendant d'une grosse entreprise,
Est-ce qu'on n'est pas toujours dépendant de quelqu'un qui est encore plus fragile que la petite entreprise, dans une version décentralisée d'un réseau social? Tout à fait et c'est le gros enfin, c'est Mastodon a je pense, un peu énervé quelques personnes qui se sont rendues compte que, en attachant, son identité à un serveur dédié, parce que avec Mastodon, votre identité est associée au serveur en question. Si l'équipe de modération change ou ne vous plaît plus du tout, pour migrer, c'est très compliqué. Ouais, il y a Ouais. des outils quand même dans Il y la a des cloud. outils pour migrer les données, mais ça veut dire que toutes les instances qui vous suivez en possédant le nom votre nom, doivent se mettre à jour. Heu, Moi, ce que j'aime bien avec AtiProto, c'est que l'identité, elle, est, vraiment détachée du stockage des données. OK, et donc ça fait la transition. Quelle est Ouais. la différence dans les 2 protocoles et où se situe la donnée chez AT-Proto? Alors, ça dépend aussi où est-ce que vous hébergez la donnée. Si on l'héberge chez quelqu'un d'autre, forcément, il possède la donnée. AtiProto, le fonctionnement, c'est, alors, comme j'ai dit, l'identité est détachée. Donc, l'identité, il y a 2 façons d'avoir l'identité et ça utilise, alors là, on revient encore des passe-passe cryptographiques, à ce qu'on appelle des DID, donc des Decentralized Identifier. Ces Decentralized Identifier, il y en a 2 actuellement supportés par Blue Sky et AtiProto en général. C'est le DID Web. Donc là, c'est vous possédez votre nom de domaine et avec ce nom de domaine, vous pointez sur un fichier ce fichier va pointer sur où se trouve votre donnée. La donnée est stockée sur ce qu'on appelle un Personal Data Server. Donc le DID Web ou le DID PLC. Le DID PLC, c'est plutôt qu'avoir un nom de domaine qui pointe sur un fichier, le fichier se trouve dans un serveur centralisé qui, grande annonce, là, à l'Atmosphere Conf, une grande conférence à Vancouver, de AtiProto. Grande nouvelle, le serveur, en question, vient d'être fondé dans une fondation suisse, heu, détachée de Blue Sky et ce serveur va donc garder les logs, de ces changements de fichiers, et le fichier en question va pointer sur où se trouve, votre donnée. Parce que là, on l'a pas dit, on est le 31 mars, mais cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, il y a eu une conférence, pour le protocole, AtiProto, à ouais, Vancouver, ouais. OK. Organisé par, des bénévoles, qui appartiennent pas à l'entreprise, Blue Sky. OK, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a des espèces de DNS, finalement, du Ouais. protocole, qui vont être portés par une fondation. Enfin, ils créent la fondation pour, Alors la l'occasion? fondation est créée en Suisse pour le DID PLC, donc le PLC, le répertoire où vous avez, ce choix, par défaut. Lorsque vous inscrivez en fait, bon, pour revenir un peu à l'idée, c'est que, Blue l'avantage de Blue Sky, c'est que vous pouvez vous inscrire sur Blue Sky, ça vous crée un compte à titre proto. Ça crée tout pour vous et après, au fur et à mesure, vous pouvez accéder petit à petit à, une version, décentralisée de l'expérience. Donc j'ai dit la donnée est donc stockée sur un data server. Le serveur de données, l'avantage, c'est qu'il n'a absolument pas besoin d'avoir connaissance des autres serveurs de données. Lui, il est juste là pour l'exposer. De la même idée qu'un site internet expose son flux RSS, le site internet n'a absolument pas besoin d'avoir l'information des sites internet, des autres. Ce serveur de données, ensuite, il va être crawlé par ce qu'on appelle les relais. Le relay, c'est l'équivalent de l'agrégateur RSS. Il va parcourir, tous ces PDS et il va créer un énorme flux qu'on appelle le fire hose, le feu de cheminée, non? Non, le tuyau à incendie? Ce À partir du firehose, donc à partir de toutes ces données qui sont donc passées par cet énorme entonnoir, heu, on a l'applicatif qui se crée, donc les énormes caches dans lesquels on va avoir, la donnée qui sera, indexée. Donc là, on vient de comprendre qu'il y a déjà 3 acteurs qui viennent de s'enchaîner. 3 acteurs qui peuvent, devenir des middlemen, qui peuvent introduire de la fausse donnée. Donc pour éviter ça, toute la donnée est signée à l'origine. Donc c'est pour ça qu'on revient sur du scuttlebutt. L'idée de Scuttlebutt, c'était que vous ayez une clé privée qui signe, ah non, une clé ouais, voilà, une clé privée qui Qui signe signe, mais ta clé, ce qu'on appelle les records, donc les publications. Ça permet en fait à n'importe quel acteur au bout du tunnel ou même avant, récupère le record et peut vérifier à partir de notre fichier, d'identité que le record est bien signé par notre clé. Pour éviter que, ça soit alors déjà, moi, les courbes elliptiques, je trouve ça fascinant, mais je sais que l'expérience utilisateur est vraiment horrible. À chaque fois, il y a des gens qui pensent réinventer le vote électronique avec, c'est insupportable. Il faut savoir qu'à peu près 30 des Français sont victimes de phishing chaque année, quoi. Donc forcément, demander aux gens déjà des clés publiques et clés privées, laissez tomber. Donc généralement, c'est le PDS,
le Personal Data Server qui va signer à chaque fois les records Il crée pas une clé pour par les gens. personne? Il crée une clé Quand par même. personne. Mais c'est lui qui généralement est chargé de signer et les gens se connectent à leur PDS via un simple email password auquel ils sont totalement habitués. Après, on peut très bien créer un PDS qui, lui, va juste stocker les records. Et moi, si je veux m'amuser, je peux avoir un ledger, vous savez, les hardware wallets actuels qui peuvent conserver des clés cryptographiques, signer en local chez moi et l'envoyer sur le Mais genre Blue PDS en Sky, tu question. peux lui fournir ta clé, par exemple? Heu, alors Blue Sky, eux, actuellement, quand vous utilisez Blue Sky pour la première fois, ils possèdent, votre clé et ils ont, le fichier de l'identité sur la fondation en Suisse. Il est possible de rajouter sa propre clé dans ce fichier, ce qu'on appelle une rotation key. Et j'encourage vraiment les gens qui veulent pas que leur identité soit trop liée à Blue Sky de le faire. Comme ça permet vraiment qu'à un moment, s'ils ont besoin de migrer, Blue Sky ne peut pas refuser parce qu'il y a quand même une clé avant qui permet de signer à nouveau les records et de les bouger ailleurs. C'est la portabilité des données qui est très intéressante et que malheureusement avec Mastodon, vous n'avez pas parce que à Mastodon, les records ne sont pas signés. Il y a des bottlenecks et c'est intéressant parce que c'est un bottleneck, c'est un problème de voilà, c'est le cas c'est le problème de riche comme on dit en tech. C'est que là, on a beaucoup d'utilisateurs, on a 40 millions de personnes qui postent et la donnée augmente à fond. Donc c'est sûr qu'un indexeur, si vous voulez indexer tout le réseau actuel, donc votre relais, le relais va parcourir tous les posts Blue Sky de tous les PDS existants. Là, je crois que vous en avez déjà pour une vingtaine de térabytes. Et ça, sans même compter ce qu'on appelle les blobs, donc les images. Là, vous avez juste les Le texte, records. ouais. Après, mon point, c'est de dire plutôt que vous n'êtes pas obligé d'avoir une vision complète du réseau pour façonner votre expérience de Blue Sky. Vous pouvez créer votre relais qui va récupérer que les posts vraiment que de gens que vous suivez. Déjà, ça fait que dans votre indexation, dans votre petite base de données à vous, votre cache, vous allez garder déjà beaucoup moins d'informations. Le problème, c'est qu'après, vous ne serez pas capable de faire une recherche. Moi, ce que j'aime bien quand même, c'est sur Blue Sky, je peux faire une recherche sur un nouveau repo, sur un événement sportif, et directement, j'ai l'information. Donc forcément, je pourrais pas le faire si moi, j'avais, que, dans, mon cache des posts Blue Sky, uniquement les gens que je suis. Donc c'est sûr que pour la discoverabilité, c'est problématique. Après, il y a des gens qui ont trouvé des alternatives encore assez intéressantes. Je pense à un utilisateur qui s'appelle Fig, ou badexample.com, c'est son handle, qui s'est dit, «Moi, je vais garder en cache non pas tous les posts Blue Sky, mais je vais garder tout ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire les liens entre ces posts. Et entre ces liens et ces posts, je crois qu'il arrive à réduire la base de données à peu près 1 téra. Et à partir de ces backlinks, il est capable ensuite d'aller communiquer directement au PDS pour récupérer la donnée qui lui manque. Là, il a un graphe, quoi. Il Donc a un graphe. voilà, il est Ouais. reproduit, il a le graphe, et ensuite au moment où il a besoin d'aller chercher les posts, de savoir qui a liké, à partir du graphe, ensuite il va parler au PDS et il récupère l'information. Mais je reviens quand même à ma question. Le PDS, qui finance la fondation et comment tourne le PDS et Alors le PDS ne concerne que nos données à nous. mince, ouais, ouais. Donc l'avantage, c'est qu'il est extrêmement petit en termes de coût infrastructure. Il tient sur un petit VPS à 5 € par mois. Pour moi, c'est le cas. Donc et vu qu'il a aucune connaissance des autres PDS, j'ai vraiment que ma donnée à moi qui est stockée dessus. Vraiment, c'est assez facile en plus à backup, c'est un SQLite tout simple. Mais Blue Sky, PDS de Blue Sky est Alors le Blue Sky, alors chacun peut voir sur quel PDS de Blue Sky il est. Blue Sky, c'est assez rigolo, ils surnomment leur PDS avec des noms de champignons. d'accord. Et alors tu vas sur pds.ls et tu tapes ton handle et tu vas voir sur quel petit champignon tu te trouves, et c'est des PDS qui sont exactement le même code que sur lequel mon PDS que j'utilise. C'est aussi des petits SQLite bon, qui là tiennent 300 000 utilisateurs, je crois, en moyenne. Tu es sur le Panus Ah ouais, d'accord. US. Alors, le Panus, je ne sais pas quel champignon c'est, tu googleras, mais US West. OK. voilà. Donc, c'est la même base de code que mon PDS à moi, hein, qui scale très bien. C'est un petit SQLite, mais SQLite, on se rend compte que c'est vraiment une super base de données. Et
Donc voilà, donc ça aussi qui est intéressant, c'est que, OK, vous avez peut-être pas envie d'avoir l'indexeur énorme qui coûte, énormément d'argent. Par contre, vous avez envie de garder juste vos données chez vous, vous pouvez héberger votre PDS pour vraiment absolument pas cher. Mais Jack Dorsey, si on revient un peu à l'histoire là, c'est pas non plus un philanthrope, quoi. Donc pourquoi il a créé ça? Au delta de pas être emmerdé et de créer ses propres règles de gestion. Heu, le protocole l'intéresse, la décentralisation l'intéresse, mais n'empêche que là, le serveur Panus, sur lequel, moi j'ai mes données, il faut le payer d'une manière ou d'une autre et ça marche comment aujourd'hui? Alors je vais revenir juste avant sur Jack Dorsey. Jack Dorsey ne fait plus du tout partie de Blue Sky, D'accord, même plus du board. Jack Dorsey, en fait, il y a plusieurs facteurs qui sont arrivés. Donc je l'ai dit, il a découvert Bitcoin. Il est super fan, il a changé sa boîte Square Cash en Block, Square Cash, pardon. Square Cash en une entreprise qui s'appelle maintenant Block. Et il a mis tout son argent dans Bitcoin. Il a lancé le groupe de travail, mais il n'est pas très content du résultat. Surtout, il y a un développeur brésilien qui s'appelle Fiat Jaf, enfin c'est son nom, qui a inventé Noster. Noster, c'est une version de Scuttlebutt, où cette fois on retire le commit qui se lient les uns aux autres, et on envoie directement, comme une bouteille à la mer, euh, un message signé vers un relais. OK. Noster, le nom veut dire Note on other stuff on transmitted relay. Noster, c'est devenu un peu le réseau social des bitcoiners. Donc Jack se dit, bon, il y a un gars, il vient de faire Scuttlebutt, c'est quand même bien plus intéressant pour moi, c'est bien plus décentralisé dans le sens que les gens sont obligés d'avoir leur clé publique, clé privée. Tous les serveurs sont totalement... enfin, on envoie comme une bouteille à la mer vers un serveur, mais le serveur peut être n'importe quoi. Ça lui plaît beaucoup plus. Et c'est là où il se dit, bon, en fait, le Blue Sky, j'ai mis de l'argent dedans, mais ça m'intéresse pas. Et il va abandonner le projet Blue Sky. Et c'est là où je pense que Jay Graber, la CEO à l'époque de Blue Sky, elle n'est creux. C'est elle se dit, tiens, elle voit que Jack est plus intéressé, et elle lui fait signer le fait que Blue Sky devient une entreprise totalement indépendante de Twitter. Elle lui fait signer ça, et elle lui fait même signer le fait d'avoir encore un tout petit peu d'argent pour travailler avant de faire avant qu'eux ils fassent une levée de fonds. Jack, je pense que Jack, il en a déjà ras-le-bol de Twitter, parce qu'on sait que Twitter va être racheté. Alors là, je parle de Noster et que Blue Sky devienne une compagnie indépendante, c'est 2021. Twitter s'est racheté en 2022. Donc OK. en fait, pour Jack, je pense, Twitter, il veut déjà s'en débarrasser. C'est déjà une patate chaude qui lui a emmené et lui a apporté suffisamment d'emmerdes. Dorsey est plus là, Blue Sky est donc une compagnie indépendante, mais Blue Sky, en effet, vit sur des levées de fonds. Donc l'idée va être comment ils vont monétiser. Comment ils vont monétiser? Alors moi, peut-être qu'on peut regarder, il y a quelques indices qui se trouvent sur la page Blue Sky des jobs. Et il y avait quelqu'un dans les partenariats sportifs. Donc je pense que leur idée, ça va être de repartir comme sur Twitter et de manger, en fait, la base de job de Twitter, Ouais, quoi. growth, Sports sports partnership. ouais, manager. OK. Donc, bon, le souci de la monétisation reste à résoudre, et qui est quand même, le plus gros problème parce que OK, tu peux utiliser le protocole, tu peux héberger tes données, ça coûte pas cher, c'est pas très compliqué, mais ça reste un truc, de nerd, quoi et de techos. Heu, Alors je dirais pas vraiment ça. Je dirais qu'au contraire, Blue Sky a fait une démonstration de force assez incroyable. La démonstration de force, c'est qu'à moins de 30 employés à l'époque, et ils ont scale à plus de 40 millions de personnes. Ils ont scale en faisant des choix qui sont, à mon avis, très bons, qui sont que les gens n'en ont rien à faire de la tech. je suis assez C'est en ce que tu viens phase de avec dire, ça. c'est ce que tu Ouais. viens de dire. Ils en ont rien à faire de la tech. Et s'inscrire sur Blue Sky, c'est comme s'inscrire sur Twitter, c'est facile et tout est fait pour toi. Et après, les petits techos comme moi, après, ils peuvent se décentraliser s'ils veulent. Donc pour ça, ils ont réussi leur pari. Ils ont réussi à faire une plateforme qui a on-board 40 millions de personnes en l'espace d'un an. Enfin moi, je suis toujours ébahi par à quel point aussi la plateforme fonctionne bien en soi, quoi. Ça va vite. C'est aussi que, aussi, peut-être c'est un petit reproche qu'on peut dire un peu à des services comme Mastodon, c'est que certes, idéologiquement, c'est cool et je pense que je suis content que des gens s'y accrochent. Le consommateur moyen, lui, une seconde de latence suffit à le faire fuir. Une seconde de latence, ça tue un site web. Et Blue Sky a réussi son pari là-dessus. Après,
je suis tout à fait d'accord qu'il faut être sceptique sur, un réseau déjà centralisé, très centralisé, avec Blue Sky comme étant l'énorme hub, aura énormément de mal à se décentraliser. Mmh. De mémoire, ça n'arrive jamais. Une fois que les hubs sont formés, les hubs restent. Déjà parce qu'ils ont, des économies d'échelle comparées aux autres. Ils ont, un network effect qui est énorme et bah, voilà, ils monétisent et surtout ils peuvent commencer à mettre, on va dire, des petits coups de mettre les bâtons dans les roues aux autres. Alors j'ai vu pas mal de Rosky là ces derniers temps apparaître. C'est d'où elle vient cette initiative? Alors moi je connais pas personnellement ces personnes-là. Je pense que là tu es encore dans un peu dans le bénévolat et le communautaire. Heu, c'est des initiatives que je salue parce que, bah, c'est quand même chouette que des gens se disent: «Je préfère héberger mes données en Europe», mais faut voir quelle sera la limite à ça parce que on peut pas attraper, chaque passant dans la rue au col et lui dire, «Mec, bouge-toi, viens sur Eurosky, arrête d'être sur Blue Sky». Moi, je pense qu'il y a un autre facteur et c'est pour ça que je suis encore optimiste, hein, je dis moi, je suis assez sceptique sur plusieurs points, hein. Moi, je suis sceptique sur le format de Twitter en général. Je trouve que le petit bulletin de post où les gens s'engueulent et s'envoient des petits pics, je pense que ça marche. C'est affreux comme système de réseau social. Ouais, mais après, excuse-moi, c'est un truc que je trouve aussi cool avec Mastodon, c'est qu'il y a jamais de mise en avant quelconque et il y a pas d'algorithme de mise en avant de posts et c'est un peu ce qui a tué Twitter pour moi. C'est que tu disais, il y a eu la culture du clash, mais c'est aussi que le tweet clash a été hyper, mis en avant. Ouais, Et donc, pour avoir toi-même de la visibilité, tu étais obligé de rentrer dans ce jeu du clash et c'était, de mal en pis, les gens ont fini juste par s'insulter pour être, le plus visible possible, quoi. ouais. Mastodon n'a pas ça parce que de toute façon tu dis n'importe quoi, tu as la même visibilité qu'une autre personne. Blue Sky, il faut pas qu'il rentre là-dedans, quoi. Tout à fait. Après Blue Sky, l'un des grands arguments, de vente, c'était que n'importe qui peut, coder, son feed. Je vais juste revenir 2 secondes sur la Ouais. décentralisation pour dire que moi je suis encore un tout petit peu optimiste. C'est que qu'AtiProto, c'est pas que Blue Sky, c'est aussi plein d'applications, qui se sont lancées avec, la même architecture. Je sais pas si j'aurais réussi durant cet épisode à expliquer l'architecture parce que, bah, bon, vous Bah, venez, déjà à venez l'oral, venez c'est assez compliqué, mais venez au meet-up, vous en saurez plus. Toujours est-il que, des autres plateformes se créent en utilisant cette architecture et vu que les composants, sont, en commun, ça fait que naturellement les gens sont sur d'autres PDS et utilisent d'autres relais. Je pense notamment à Tangle qui est une plateforme, de développement social un peu comme GitHub. Tangled, lorsque vous faites un compte sur Tangled, vous allez arriver sur le PDS de Tangled et vous allez pouvoir utiliser Blue Sky en ayant stocké vos informations sur le PDS de Tangled. Et c'est le fait d'avoir, c'est ça qui est assez bien, c'est ça aussi peut-être un peu, ce qu'on pouvait retrouver avec, Mobilizon et PeerTub, c'est que si vous faites un compte sur Mobilizon ou PeerTub, ça puisse communiquer avec Mastodon. C'est, pas totalement le cas, mais voilà, l'idée c'est que ça aide quand même à décentraliser petit à petit en ayant, d'autres applications sociales qui partagent cette architecture. et toi, pourquoi tu qu'est-ce que tu essayes de développer? Tu essayes donc de créer un meet-up, autour d'AT Proto. Quels sont tes espoirs? Quelles sont tes idées d'application en ce moment? Parce que j'imagine que tu crées tes propres outils. Qu'est-ce qui vit autour de ça? Heu, alors moi, si j'ai créé le meet-up, déjà, c'est que j'aime beaucoup le format des meet-up et des conférences. Je trouve que c'est assez super que notre corps de métier, on ait, ces moments de rencontre. Je vois, surtout parmi mes potes un peu développeurs, je vois pas mal de gens qui sont assez stressés, de gens on se pose des questions sur leur métier. J'ai envie de leur dire: «Arrêtez de traîner sur LinkedIn, arrêtez de traîner trop sur des Discord, sur les Discord où les gens, en fait, postent constamment, une meilleure version d'eux-mêmes. Allez en réel à des meet-up, vous parlez à des gens et vous vous rendez compte que les gens sont aussi paumés que vous, ou peut-être pas paumés, mais au moins qu'on n'est pas on est tous des humains et qu'on va chacun à notre rythme et que, ça marche bien». Et voilà, après 1 an à avoir, regardé le protocole, j'avais vraiment cette démangeaison d'avoir ce besoin d'en parler avec quelqu'un. Donc voilà, j'avais cette démangeaison, je me suis dit: «On va faire un meet-up à Lille». Heu, j'ai rencontré, à Fosdem le développeur, Blue Sky, un belge, qui s'appelle Mathieu,
qui m'a donné le adproto.fr et depuis, on a fait déjà un meet-up, on en a un là le 25 avril, samedi matin. J'espère qu'on sera, plus que 3, heu j'encourage vivement les gens, intéressés par Atiproto à venir ou même, des gens intéressés par Mastodon qui veulent échanger justement, et parler de réseaux, fédérés, de venir, à ce meet-up. OK. Toi, t'as quelle utilisation t'en as alors? Ah oui. Ah oui, alors, ouais, c'est vrai, pour en revenir à ça. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'utilise mon propre PDS, j'utilise beaucoup alors, l'idée du feed, donc on revient un peu Au fil au personnalisé? feed personnalisé. Ouais, Donc voilà, l'idée c'est, vous n'êtes pas obligé d'être, dépendant, de l'algorithme de quelqu'un d'autre pour, voir, vos flux d'informations sur Blue Sky particulièrement. Vous pouvez, souscrire à, des, feeds, donc c'est d'autres personnes qui, se sont branchées donc on va dire le firehose, donc cet entonnoir qui reçoit toute l'information et qui l'envoie en flux continu et qui ont créé leur propre cache où ils stockent, toutes ces publications et font tourner leur propre algorithme pour, vous le renvoyer. Donc votre application, votre, client mobile va directement discuter avec, le générateur de feed qui, va vous renvoyer les posts, qui correspondent à l'algorithme qui a été choisi. Moi, il y en a un que j'adore vraiment, c'est, ce qu'on appelle il s'appelle le Quieter, Poster. L'idée, c'est que moi, sur Blue Sky, il y a toujours deux trois personnes qu'on suit parce qu'ils sont super sympas et que vraiment, bah, même par politesse, on les suit, mais qui passent leur temps à poster. C'est insupportable, ils remplissent toute votre, ce qu'on appelle la TS, c'est tout le flux. Et à l'inverse, il y a des gens qui postent très rarement, mais le contenu est toujours extrêmement qualitatif, enfin de qualité. Et ce serait bête de mettre une notification à chaque fois qu'ils postent. L'idée, c'est pas de se faire pinguer à chaque fois. Et donc ce feed, ce qu'il fait, c'est il garde en mémoire, la fréquence de post et il va dans ce feed vous partager uniquement, les gens qui postent le moins, des personnes que vous suivez. ouais, pour les remonter un peu en fait quoi, Voilà. au final. OK. Ce système de feed d'algorithme, il est assez rigolo. Vraiment, on peut faire n'importe quoi. Tu peux faire un système qui, va donc trier, tous les posts qui arrivent et va garder que ceux qui sont en alexandrin et à la fin, tu vas avoir un feed avec, que les posts, en alexandrin, Et quoi. tu peux déployer ton algo comme ça ou ton code comme ça? Exactement, OK. chez toi. Après, voilà, le nombre de publications que tu veux garder en cache va dépendre aussi du nombre de mémoire le nombre de mémoire que tu veux affecter à ce cache. Je pense que tu mets 200 gigas, tu en as peut-être pour une petite semaine ça dépend aussi à quel point ton filtre est très Mmh. drastique ou pas sur, ce qu'il garde en mémoire. Mais, voilà, je pense qu'avec 200 gigas, tu peux garder, pas mal d'informations. Donc on fera pas, désolé, un épisode sans parler, d'IA générative, malheureusement. On peut aussi imaginer que tu genre un post qui soit généré, est-ce que ça peut agréger tous les contenus, en faire un résumé, les explorer et puis en sortir les points pertinents et toi tu vois qu'un post bien précis de plutôt que de juste filtrer, c'est possible de filtrer, traiter et te retourner quelque chose, d'un peu différent? Oui, oui, alors là, ça dépend, c'est tout à fait possible d'avoir, vu que toutes ces publications sont envoyées donc dans le flux, c'est tout à fait possible de les traiter avec, ce qu'on veut. Après le coût en token, va être énorme. Heu, c'est pour ça que là, il y a un petit service, qui s'appelle Ati, qui a défrayé la chronique parce que c'est l'équipe, d'innovation de Blue Sky qui l'a Ouais, publié à la conférence. Les ouais, AI, je crois. Voilà, Ati pour AI, Ouais, ce que les gens imaginent, c'est que l'IA va soudainement lire leurs publications et surtout l'IA va maintenant choisir les feeds pour eux. C'est pas le cas. Ati, c'est totalement optionnel. Ce que fait Ati, c'est qu'il aide quelqu'un à écrire en langage naturel une requête SQL sur une base de données ClickHouse. C'est exactement ce que fait Ati actuellement. Sinon, ce serait totalement illogique d'envoyer, toutes les publications en temps réel dans une IA, générative parce que le coût en token serait, exorbitant. mais j'ai vu qu'ils étaient passés ce compte est passé en top 3 des comptes bloqués, par les gens, juste par, détestation du principe, quoi. Ouais, je pense que les gens vraiment ont
peur que ça soit une IA qui, leur soit, forcée et qu'une IA qui serait là à leur dire: «Bon, bah, maintenant, tu seras obligé de regarder ça». Alors que non, c'est une IA qui va aider des gens qui sont non développeurs à, générer l'algorithme qui va, faire, leur feed. OK. Bah, pour revenir un peu aux meet-up, pour refaire un peu la pub, les meet-up tech, c'est sympa, mais c'est encore plus sympa s'il y avait des gens qui sont pas développeurs et qui, discutent avec nous. C'est là où je trouve que c'est super bien avec Atiproto, c'est que c'est un sujet avec lequel on peut discuter avec, des sociologues, des, économistes, des politiciens, enfin des D'ac politiques. On peut discuter de ces enjeux de souveraineté et on peut discuter de, cette génération de contenu, de cet accès à l'information. mais ça sera parce que j'imagine que si demain Twitter, meurt quoi, tous ces gens vont se reporter, massivement vers un autre réseau social et ils vont amener tout leur sac à dos d'ennuis avec eux, quoi. Heu, il faut que le réseau soit préparé à ça, quoi. Ouais, tout à fait. Mais après, voilà, Atiproto, ce n'est pas que Blue Sky. Je pense qu'il y a d'autres projets qui sont, vraiment bien. Je pense Donc tu as que cité, Tangle, ça? donc Tangle, c'est la plateforme de Git, Ouais, qui, là aussi, j'aime beaucoup Tangle parce qu'eux, justement, ils poussent pas leur marketing sur Atiproto, ils poussent leur marketing sur, Gigi. Donc Gigi, c'est, une pas vraiment une alternative à Git, c'est plutôt un wrapper. Gigi, c'est une nouvelle façon de gérer, les commits. OK, Qui permet, enfin moi ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir ce qu'on appelle des stacked pairs, où on a, l'interdiff entre 2 commits. Voilà, le problème c'est qu'actuellement lorsque vous utilisez Git, lorsque vous faites des squash ou lorsque vous faites des rebases, généralement vous écrasez, l'historique et en écrasant l'historique, les commentaires ne sont plus liés correctement, au changement. Avec, Gigi et notamment, ce qu'on appelle les change ID, qui eux sont des identifiants qui sont fixes, vous avez moins ce problème-là. Et Tangle vraiment fait ce marketing, là-dessus et pas sur Atiproto et je pense que c'est un très bon choix parce que les gens en fait s'en moquent ouais, sans de la filtre. technologie voilà, sous-jacente. Les gens veulent, un usage nouveau et moi ce qui m'excite le plus dans Atiproto, ça va pas être Blue Sky parce que le Blue Sky c'est Twitter, c'est l'ancien monde. Moi ce qui m'intéresse, c'est le nouveau monde. OK, bah, écoute, c'est super intéressant. Tu d'autres, exemples d'apps qui te viennent en tête? Ah oui, il y a Streamplace, que j'aime beaucoup parce que, l'idée c'est de faire un peu une alternative à Twitch. Bon malheureusement c'est une alternative, moi j'aurais préféré que ça soit une nouvelle application nouvelle qui me stimule plus. Streamplace, ouais c'est très intéressant et je pense qu'il va y avoir des trucs très, très bons qui vont apparaître dessus. Notamment, il y a 2 ingénieurs chez Cisco qui, ont créé un papier, IET un qui ont écrit un papier sur IETF, à propos de comment on pouvait utiliser Media Over Quick pour, Atiproto et c'est vraiment, très, très intéressant et il va y avoir ça va donner des très bons trucs. Stream.place. OK. Pour terminer, je te demande, 2 petites recommandations, c'est la coutume ici. Une recommandation culturelle et ton resto préféré dans la métropole. Ouh! Ah je pense que c'était un estaminet préféré. Un estaminet, estaminet. Ah OK. Ça va. Bon, on va partir sur les staminets, moi, avant de connaître Lille, j'allais au Vieux de la Vieille, place aux Oignons. Je pense que c'est un peu classique. J'aime bien. Après, maintenant, à la cour de la Petite Brigitte, il y a un comment on appelle ça? Un Welsh au sablé ouissant qui me plaît beaucoup. D'accord, ça marche. Après, maintenant, les estaminets et les frites, parfois, j'en mange trop et je le dis, plusieurs mois, j'arrête. Après pour une référence culturelle, j'ai eu du mal, c'est compliqué. Il y a un livre qui revient souvent, je pense qu'il est conseillé par tout le monde qui, parle un peu de réseaux décentralisés. C'est The Mushroom at the End of the World de Anat Singh. C'est un livre sur, comment dans les forêts du Grand, Ouest américain, des, cueilleurs de champignons ont, créé un réseau d'échange et comment donc, après le passage du capitalisme, parce que
Les forêts, sont un peu des lieux qui ont été, bouffés par les industries. On retrouve quand même une forme de vie et de liberté, notamment, même pour les immigrants qui y travaillent. Et c'est un livre assez philosophique et assez bien écrit que, ouais, je conseille. Merci beaucoup pour la ref culturelle. Bah écoute, c'était passionnant, Edouard. J'espère que on mettra évidemment le lien vers ton meet-up et et tous les applications que tu as citées dans les notes de l'épisode. Si jamais vous avez des questions, on peut te retrouver où? Sur... Sur Blue Sky. Évidemment. Salut! Merci les Tech.